on parle R&B et Kazoo avec l'homme que l'on nomme Keisha a.k.a. Sushi Robots. Toujours avec Omar Iris, Lily J. Blige et Deva Dev a.k.a. Deva Roland. Lily J. Blige. Lily J. Blige est dans la maison. La petite nouvelle qu'on n'a pas encore bien entendue. Elle arrive. Vous inquiétez pas, vous allez faire sa connaissance dans les prochains épisodes bien comme il faut. Sauvage. Ouais. Sauvage, comme dirait Kalash Criminel. Donc là, vous connaissez un petit peu le principe, c'est décousu, ça va là-bas, ça va à gauche, on est tenu par le temps, donc on est obligé de segmenter les parties. Mais là, on a appris que M6 avait fermé le robinet à certains artistes. Après, en off, il se passe beaucoup de choses, vous ratez, et on dirait que les choses les plus importantes sont dites en off. Donc, on vous fera part de tout ça peut-être dans un autre épisode. Là, moi, ma question c'est, à part M6 qui a fermé le robinet, est-ce qu'il y avait un réel avenir pour le vrai R&B ici en France? Et, deuxième question, si tu peux répondre à ces deux-là en une seule fois. Pour toi, est-ce que c'est normal que le zouk en France ait pris la place du R&B? A-t-il pris la place du R&B? Ouais. Tu crois? Je te demande, selon toi. C'était pas une question, c'est une affirmation. En fait, il faut comprendre aussi qu'il y a le marché. Le marché, si le marché est trop petit et si les gens n'achètent pas, les gens qui financent ne réinvestissent pas. Donc ça, c'est malheureusement, nous les artistes, on voit pas ça comme ça. Mais à un moment, une fois que tu deviens producteur, tu comprends aussi que lui vend pas, hein, bon. Tu vois, c'est une entreprise. Donc, est-ce qu'il y avait la place pour le... Alors, qu'est-ce que le réel R&B? Parce que chaque personne pense que le R&B ou le zouk ou la salsa ou le reggaeton de son époque est le réel. C'est ça. Or, 10 ans avant, il y en avait d'autres. 10 ans avant, il y en avait d'autres. Mais de chaque époque. Mais à chaque époque, il y a eu sa réalité du R&B. Chaque époque a eu une version du R&B. Est-ce que la version 2000, 80, fin des années 90, 2000 du R&B aurait pu exploser en France? Oui, complètement. Ouais. Mais c'est pas juste une question de musique. Des musiciens talentueux, il y en avait. Des gens qui savaient faire des instrus, bien copier bien les quinries, ou alors même apporter une sauce, etc. Il y avait. Des financements, il n'y en avait pas. Et peut-être un manque de débrouillardise de certains. Et d'autres ont cherché, mais c'est, en fait, bizarrement et malheureusement, c'est resté Underground. dans l'underground. Alors qu'à un moment, le hip-hop, le rap français, lui, à un moment, réussi à exploser. Il y a eu 2 super groupes qui ont vraiment créé quelque chose, qui ont fait rentrer de l'argent. Cet argent a été redistribué vers tous les gens qui sont venus derrière. Et ces 2 super groupes étaient en major. Oui, mais... Donc pourquoi ne pas laisser la même chance au R&B à ce niveau-là? Il n'y a pas d'abord eu le super groupe de R&B ou le super groupe ou le super chanteur de R&B qui aurait explosé à un moment et où les autres maisons de disques. Parce que une maison de disques, il faut comprendre, ils ne sont pas dans l'art, ils sont dans la finance. J'ai généré avec ce produit 1 million d'euros. Je prends mon 1 million d'euros, je vais essayer d'en faire 5 autres. Maison 10 d'à côté. Et tu sais qu'ils ont fait 1 million avec leur truc. Bref, trouvons le nôtre. Ouais. Et là, tout le monde court pour générer. Mais il y a cet effet d'émulation. Donc quand tu as un Solar qui arrive, tu as tout un pan de rappeurs un peu plus conscients, etc., qui arrivent. Quand tu as Yannick qui arrive, tu as tout un truc, ça lance des trucs. Ouais. Et donc, ce qui a manqué à un moment, c'était un chanteur qui aurait vraiment explosé le score. Alors, il y a eu Max, Willy c'était autre chose, mais il y a eu Willy quand même. Donc, il y a quand même eu 2 exemples. Après, ils ont fait des mauvais bébés. Entre guillemets, les gars ne m'en voulaient pas. Je sais que vous êtes en paix avec l'autre aujourd'hui, je suis pas en guerre avec vous, mais ils ont fait des bébés comme des tragédies. Maintenant, est-ce qu'au niveau du R&B, il n'y avait pas un réel souci? Parce que quand tu parles de Matthew Stone, tu passes par Willy Denze pour arriver à Tragédie, c'est qu'il y a un problème. Alors que tu avais des traits d'union, tu avais plein d'artistes de qualité. Il y a une première problématique. Quand on est 5 ici et qu'on a besoin de faire le combat, le combat, il n'est pas entre nous. Le combat, il est avec l'ennemi là devant. Le combat, c'est pour ouvrir la porte. Ouais. Si maintenant, moi ici, je dis, Tragédie, tu n'es pas le vrai.
On a déjà divisé nos Oui, forces. bien sûr. Le Mais problème, c'est quoi? Les gens divisent leurs forces avant d'avoir ouvert la porte à tout le monde. C'est ça. Et Il faut donc, l'acceptation. à un moment, tous les mots, ouais, mais moi, c'est moi le vrai R&B. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ah non, mais autotune. Les gars, C'est ça. c'est là-bas. ouais. Les gens commencent le infighting parce que c'est nous qui avons les clés du royaume. Non, c'est nous. Et qu'est-ce qui se passe derrière? À nouveau, en France, il y a aussi une vraie culture de qu'est-ce qu'est la vraie musique pour les Français. On est tous Français, mais on sait de quoi on parle. vous êtes compris. Il y a des gens qui estiment que la vraie musique, c'est la variété. Ah oui? Et que tout le reste, c'est world ou afro ou... Ouais. Et mais donc, est-ce qu'ils ont tort? Malgré qu'on ait des vraies paroles, des beaux textes, des machins, il y a des Wallen, il y a eu. Oui. Mais pour eux, la vraie musique, c'est la variété. Donc, à partir du moment où on te dit, vous avez droit à, vous tous, rap, R&B et tout le reste, vous avez droit à 2-3% d'exposition parce qu'on a besoin de mettre pour tout le monde dans la variété. Vous avez droit d'avoir peut-être votre petite radio, Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les seuls qui finalement s'en sortent, c'est ceux qui ont leur radio communautaire. Zouk, musique africaine. Parce qu'ils avaient leur radio, leur endroit où ils pouvaient exposer à leur public. Leur écosystème. Alors, nous, qu'est-ce que nous, on voulait? On voulait rentrer absolument dans l'écosystème et ces gens-là n'ont jamais voulu ouvrir la porte. Moi, mon clip, le clip Bounce Baby est passé sur M6. C'est ça qui a fait exploser le truc au départ, grâce à Charlie et Lulu. Mais derrière, le deuxième clip, ils l'ont refusé. Le troisième clip, ils l'ont refusé. Et ce qui m'a sauvé quand je suis revenu avec mon troisième album, c'est que Trace TV était une télévision communautaire et qu'ils avaient besoin d'un hit et d'un beau clip. Et on dit quoi est arrivé exactement au bon moment. Mais si j'avais voulu faire du R&B à l'époque, je n'aurais pas eu d'endroit où la musique aurait pu passer. J'ai oublié la deuxième question. Et c'est à ce moment-là aussi que YouTube aussi commence à... Non, YouTube, c'est 2000. Non, c'était pas One Love, tout ça? Non, c'est après. YouTube, c'est 2007, 2006. 2006-2007. À l'époque, c'est vraiment Trace TV qui commence à... One Love, c'est MTV Base qui commence à s'étendre aux quatre coins du monde. Donc, moi, j'ai vraiment eu la chance parce que j'ai fait la bonne musique pour les bons médias. Les médias. Donc, j'ai accompagné, en fait, à chaque fois dans... Même maintenant, c'est TikTok qui me... Voilà, donc j'ai toujours la bonne musique pour les nouveaux médias. Et je pense que le R&B a vraiment manqué d'exposition, a manqué aussi d'unité. Moi, je regardais le monde du zouk auquel j'étais étranger au départ et puis finalement, je m'y suis hissé au top. Il y avait une communauté, il y avait des discothèques où il y avait des concerts, il y avait un écosystème. Tout est qu'une question d'écosystème. Il y avait des chanteurs. Il y avait des chanteurs. Il y avait certains qui étaient en haut, d'autres qui ouvraient la porte à leurs gens quand ils pouvaient, d'autres qui voulaient ouvrir la porte, mais on leur disait calme-toi, c'est pas ton argent, tu n'as qu'à faire ton label, mais peut-être qu'on le distribuera, peut-être pas, et d'autres qui fermaient la porte. Mais est-ce que ce n'est pas une question aussi de culture par rapport au R&B, sincèrement, en France? Bien sûr. C'est culturellement qu'il y avait un problème plus qu'autre chose. Aux États-Unis, quand tu allais dans une maison de disques comme Tommy Boy, comme Bad Boy, comme Elektra, il y avait des gars de la culture hip-hop, des gars de la street qui étaient infiltrés dans tous les labels, à qui on donnait des positions pour dire, les gars, écoutez, on ne comprend pas la musique en question, mais ça nous a rapporté 1 million. Est-ce que vous pouvez nous trouver 10 gars comme ça pour faire 10 millions? Et c'est pour ça que je me dis que vous aurez de l'argent. Donc la France a un problème. Le machin en France, c'est j'aime pas trop votre truc. Ça rapporte de l'argent, mais j'aime pas quand même. Donc l'argent, continue à faire l'argent avec Johnny Hallyday. Et vous là... Est-ce qu'ils n'avaient pas peur à l'époque de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, là, la place que entre guillemets, la musique urbaine prend ici en France? Est-ce qu'ils n'avaient pas peur de ça? En fait, ils ne finissent ici que par dire cocorico que quand ils n'ont plus le choix. C'est pour ça que j'ai changé de pays.
Mais oui. Tu as bien fait, moi je Que te même rejoins. musicalement, je suis exporté C'est vers autre chose, clair. puisque moi j'étais blacklisté de toutes les radios. À Ouais. partir de 2001, moi, Ah ouais. c'est chaud. aucune maison de disques ne voulait signer. Donc j'ai commencé à faire. J'ai dit, OK, on va faire petit, on va faire nous-mêmes, pas de problème. 1000 disques vendus, c'est 10 000 euros, on y va. Ouais. Tu vois. Mais beaucoup de gens, leur seule idée dans la tête, c'était non, il faut signer. C'est ça. Et il faut signer, c'est des gens qui n'écoutent pas ta musique. Quand le gars il rentre chez lui, Je te Ouais. jure. il écoute pas ta musique. Comment tu veux qu'ils comprennent la différence entre un son de Timbaland, un son de Teddy Riley, Bien sûr. la Donc, c'est différence culturel, entre c'est New Jack culturel. Swing, C'est ça. C'est Les gens, culturel. c'est pas du tout leur culture. Mais c'est- Et la France n'est pas un pays culturellement musical comme les États-Unis le sont. C'est ça. Ou l'Afrique l'est, ou les Antilles le sont. Ouais. C'est un pays qui est plus littéraire, Littéraire, qui ça. considère exactement. l'art, le vers, la poésie, le théâtre, Ouais, ouais. beaucoup au-dessus Ok. de la musique populaire et qui a un mépris certain pour la musique populaire, et surtout à l'époque. N'oubliez pas que on parle des années 2000 où les gens qui sont censés vous mettre des budgets, mais ils ne connaissent pas votre musique. Oui, mais l'argent leur donne pas envie. Moi, c'est ce qui m'a toujours choqué. Non. Je comprends ce truc de on préfère les choses littéraires, etc. Mais quand tu vois que ça rapporte, c'est-à-dire que une maison de disques, c'est une entreprise. Ouais. Donc, il faut que ça fasse tourner de l'argent. Quand tu vois qu'il y a une source d'argent, pourquoi tu craches dessus? Parce que Johnny Alors, Hallyday vend plus plus fort déjà. que- Il y a- les il y a Euh, deux- il y a deux choses. Il y a les petits chefs Mhm. qui veulent, qui veulent se sentir, qui veulent mettre leur grain de sel dans ta musique et machin. Et il y a aussi le manque de connaissances. Parce que si tu es un petit chef et que tu vois que quelque chose rapporte de l'argent et que ton boss dit continue comme ça, Mm. mais que tu ne comprends pas ce qui se passe, si tu n'as pas la mentalité du petit chef, tu vas aller chercher un gars que tu connais. Tu vas chercher le premier Renoir. Mhm. Tu connais R&B? Bon, viens m'aider. Viens, assieds-toi ici. Tiens un peu d'argent. Mm. Trouve-moi tes amis. Tu vois? C'est Tu vrai. peux aller là-bas en dehors du périph', Ouais. trouver des gens. Ouais, ouais. Tu vas faire ça. Les Américains, ce sont des businessmen C'est d'abord. ça. Exactement. Donc, ils vont penser. Le petit chef va d'abord penser à sa fierté. Donc, il va pas vouloir que les. Bon, attends, moi, je me rappelle quand. Comment s'appelait ce film? Le tout premier film de Renoir. Tout premier film, c'était Menace Society, je crois. Menace, ouais. Ouais. Quand Menace est sorti en France, il y avait des policiers au cinéma. Mhm. Mm. Ah ouais. Sur les Wow. Champs-Élysées. Mm. Et mais ça te montre que les gens ne veulent pas que cette culture Mhm. arrive. Donc, tu as vraiment des roadblocks. Tu as des gens qui barrent le Ouais, chemin. ouais, ouais. Et Il ça, aurait c'est une fallu faire vérité. quoi, alors? Il aurait fallu faire un mouvement en underground. Bien Et sûr. le faire après, il y a- grandir. mais après, il y a c'est pas ça. Mais il a d'argent. existé. Ouais, mais il y a pas Si, il y a d'argent. de Non, l'argent. Mais après, existé. Il y a de je l'argent. pense que, comme tu le disais tout à l'heure, et par rapport aux maisons de disques, tu disais il y avait deux groupes de rap, etc. Mais quand par exemple tu prends le cas de NTM, NTM, il y avait Cool Chain et tout, mais après, eux, ils ont créé aussi leur truc, format People, etc. Que un chanteur d'R&B, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que le chanteur d'R&B, il a toujours, lui, une fois qu'il excelle, il a peur que l'autre vole sa place. Alors que les rappeurs, ils étaient dans un délire où, je monte, je crée mon label, je crée mes compiles, et après, on fait Le des tunes hip-hop ensemble. américain, Mais, le rap, moi, quand je te dis je suis un b-boy, ouais. c'est plusieurs disciplines. C'est vraiment un mouvement culturel. Que c'est ça. Et le R&B, c'est un mouvement culturel aux États-Unis, États-Unis. mais pas en France. Pas en Ouais, France. c'est vrai, il y a pas de... D'où ma question de tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas normal que le zouk ait pris la place du R&B et soit considéré comme notre R&B? C'est pas Le notre zouk n'a R&B. pas pris la place du R&B, le Voilà. zouk a pris la place des slow jams. Hmm. Non, quand je dis les slow, je parle même des slow français. Ouais. Le ouais. slow, capté. avant Ok. c'est Don't Mm. Maria, La la boum. boum. Ouais. En Afrique, c'est Hmm. le zouk et le compas Mhm. Qui a pris. qui ont pris cette place. Ok. Et à nouveau, le zouk avait une radio, et Ouais. une communauté Ah ouais. de gens qui ethniquement étaient attachés à ces musiques. Les C'est comme Haïtiens là-bas avec le compas, R&B. Comme là-bas avec le R&B. Mhm. Alors que ici, C'était une musique, en fait, ça a été une tendance ici, en fait, C'est- le R&B. non, Faut ça, pas se non, mentir. non, ça a été un vrai C'est- mouvement, mais qui n'a ouais. pas Mais Ouais, un vrai ouais, le ouais. mouvement. saut. Ouais, Parfois, tu sais, ouais, parfois, ça- tu sautes et puis Ouais, mais Parce qu'il n'y avait C'était pas un vraiment de mouvement. soldats. Il y avait pas C'était un assez de mouvement. base, la base Non, mais en était fait, pas c'est non, c'est suffisamment juste qu'il n'y avait solide, pas. c'était quoi non. attends, Lydia, t'as dit quoi? Excuse-moi. Non, mais bon, là, on reparle du R&B. Ouais. Du coup, ça n'a pas continué, mais pourquoi la base n'était pas suffisamment solide, pardon? Est-ce que Le- c'était quoi parce que à l'époque,
d'abord, c'était tout petit encore par rapport à aujourd'hui. Et bien sûr, les gens qui étaient vraiment à l'intérieur, on était à l'intérieur, mais à un moment, on a bifurqué, nous, assez vite, vers 96-97, on a commencé à bifurquer vers les Antilles, etc. Mais je pense que pour qu'un écosystème fonctionne, il faut la création. La création était là. Il faut des finances. Il y en avait un peu, mais pas pour tout le monde. Et il faut un public qui injecte aussi des trucs. l'envoi. Et dans ce truc, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parfois, c'est le public qui ne fait pas son travail. Et à nouveau, il manque une quatrième roue qui n'était pas là. C'était un média communautaire. Ça. Et quand je dis communautaire, c'est pas ethnique, Ouais, c'est communautaire. R&B, c'est ça. Il n'y avait pas de scène R&B, il n'y avait pas de médias R&B, genre il n'y avait pas de Si, il y avait des scènes. Il y avait des festivals R&B. Il y avait pas de scènes. festival R&B. C'était trop tôt pour les festivals. Voilà, il n'y avait pas de festival R&B, il n'y avait pas de voilà. Il y avait des il y avait pas de concerts, con- on allait, il y avait voilà. des soirées Black Sugar, il y avait des trucs, mais il n'y Mais avait il n'y avait pas pas d'organisation. il n'y avait pas de médias. Bah oui. Mais sincèrement, Excuse-moi. Moi, quand j'étais aux Antilles et que il y avait des zouks tout autour et je venais d'arriver, on en tournait avec Rotin, je suis danseur de Jean-Michel Rotin et j'en peux plus d'écouter du zouk dans tous les sens. Quand j'allumais BET, il y avait du R&B sur BET 24 heures sur 24 et on ne regardait que BET. C'était R&B, rap, R&B, et c'est tout ce qu'on regardait. Et quand on sortait, c'est là qu'on écoutait du zouk. C'est comme ça qu'à un moment, dans nos cerveaux, ça commence à se mélanger. Il y avait ce média qui existait. Il y avait BET, tu avais même plusieurs BET, je crois, à l'époque. Mais en tout cas, tu avais et puis il y avait vraiment une des chaînes où il passait que du R&B. Donc, il n'y avait que des clips de R&B, les bons clips, les mauvais clips, les machins. Tu avais certains qui passaient toutes les 30 minutes, etc. Donc, tu avais les R. Kelly, ça les gros hits. Mais après, de temps en temps, la nuit, tu découvrais des troupes, des machins. Et ça, il n'y a pas eu en France. Ouais, mais voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Parce que du coup, là, ça se faisait aux Antilles. Mais du coup, comment ça se fait que ça n'a pas pu... ça s'est pas exporté jusqu'en France métropolitaine, entre guillemets? Le R&B? Ouais, mais même cette culture de, tu vois, d'avoir... de voir des clips sur BET, MTV Base et des chaînes comme ça. Parce que les seules chaînes, c'était M6 et MCM. Pourtant, Et M6, ils occupés étaient à ouverts. Paris. Oui, mais ouverts à 4h du matin. C'est ça. Ouais, mais... boulevard des clips. Ouais. Voilà. À un moment, tu avais certains trucs, mais tu n'avais pas le... Il y a une différence entre... Je te donne 1 heure. On est combien là? On est 5 ici. On est 5 ici. Imagine dehors. Nous, on est dans la chaîne. Ok, cool. Donc, nous, on nous voit. Mais dehors, il y en a 50. Il y a 1 heure. Un clip, c'est 3 minutes. Bon. Les gens doivent choisir. Bon, ben, toi. Vous autres, non. Ok. Alors que BET, c'était 24 heures sur 24. Ça n'a rien à voir. C'est la différence entre être chez les autres, essayer de... Finalement, tu es un espèce de virus chez les autres. Ouais. Tu es un intrus. Tu es un intrus Ouais. ou exploser dans un marché où il y a la latitude entière pour pouvoir aller, etc. Le hip-hop a eu ça, malgré que il n'y avait pas... les médias, c'était pas tout le temps, mais tu avais l'émission HIP, HOP, et puis après, tu avais Olivier Cachin sur M6. Donc, tu as commencé à avoir quelque chose qui n'a pas existé dans le R&B, malheureusement. Est-ce que la qualité n'a pas joué aussi? Sincèrement, parce que quand tu prends les premiers groupes de rap dans les années 80, même 90, c'est une certaine qualité que tu pouvais retrouver aussi au niveau du rap en France. Et du R&B. Mais au niveau du R&B, non. Moi, je dis non. Quitte à ce que je fâche des anciens, etc., je ne trouve pas qu'au tout départ, il y avait la même qualité. Surtout à l'époque de la Nudia, qu'il n'y avait pas la même qualité. Quand tu écoutes le R&B des années 90, les mix ne sont pas mieux. Comme le hip-hop, les gens n'avaient pas forcément les... Alors, je vais te rejoindre sur un truc. Quand j'ai mixé l'album I'm Ready, donc moi, à l'époque, je ne savais pas encore mixer. Donc, j'écoute le son, puis j'entends... Et moi, j'en viens d'entendre... Mais j'entends... Et je dis à l'ingénieur du son, je fais, tu peux mettre un peu plus de bas, un peu plus... Mais j'avais pas les mots. Ouais. Je comprenais, je savais ce que je voulais entendre. Et le gars, il fait... alors, je t'écoute, écoute-moi bien. Toi, tu fais ta musique. Moi, Je m'occupe des moutons. C'est moi le patron. Je sais ce que j'ai à faire. Donc, machin. Tu vois, là, quand ça devient rouge, ça sature. Saturation, c'est pas bon. Bah,
C'est pas Désolé ça d'avoir qu'on t'a des gens- et en demandé, fait- quoi, en fait. Quand j'écoute mon album I'm Ready, moi j'ai le seum. Parce que t'as senti, Alors, t'as pas été pourtant, dirigé. pour les gens du zouk, c'est lourd, machin, quand tu joues ça en boîte. Mais moi, quand j'écoute l'album, j'entends tout ce qui manque dans les graves que je voulais entendre. Que si j'avais mixé aujourd'hui, Ouais. j'aurais fait exact. Et c'est pour ça que j'ai appris à mixer. Parce que Ok. j'ai dit, Ok. non, aucun de ces gars va comprendre ce que j'essaie de faire. Parce que ceux du zouk, ils veulent zoukifier ça. Ceux de la variété, ils veulent transformer ça en variété. Et il n'y a personne du hip-hop ou du R&B qui veut mixer mon truc. Donc, j'ai commencé à faire moi-même. Ok. Et donc, tu as ce truc où, quand je suis arrivé aux États-Unis pour mon deuxième album, je vois le gars qui a mixé mon deuxième album, c'est celui qui a mixé l'album Ready to Die de Notorious B.I.G. Vince Martin. Ouais. Donc, quand il commence à mixer, il me dit, OK, fais ta balance. Je fais, mais quoi? Fais ta balance que je comprenne comment ce style doit être machin. Donc, bon, ben, je fais ma balance, nanana, et le gars il me fait, ah, OK, I get it. Il allume son spliff, et puis il met le kick, Voilà. Ah ouais. et puis c'est rouge, et je lui dis, Saturation. The saturation. Il fait, hein? Je fais, mais à Paris, il m'a dit, fuck the French. man. Oh mon dieu. Aïe, 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 aïe. Et c'est là que j'apprends à laisser, parce qu'ici, il faut bien comprendre un truc de ce qui se passe ici. Mhm. La pollution artistique qui t'empêche de dépasser musicalement, de te dépasser, elle est ici. Elle est entre artistes, elle est dans les maisons de disques, les C'est gens... impossible de sortir de tu ta vas- zone de confort, en fait. Assieds-toi avec 5 artistes, ils vont commencer à t'expliquer qui a le droit de ceci, qui cela, que machin, que autotune, que machin, nana, que moi, je... Et finalement, tu oses pas faire des choses que tu aurais peut-être fait 5 ans plus tôt. Ouais. Et c'est quand j'arrive à New York que les gens ils me disent, mais t'es un génie. Les gens ils me disent, à New York, ils me disent, mais qui a fait l'instru? C'est moi. Oui, mais qui a joué les claviers? C'est moi. Les basses? C'est moi. Mais qui a programmé les... C'est moi. C'est un génie. Parce que eux, il y a une personne pour chaque... Ouais, pour chaque. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu finis, tu fais une espèce de base d'instru, il y a un Ouais. gars qui vient jouer les claviers, Ouais, puis un autre Ouais, gars. ouais. Et quand ils écoutaient mes trucs, ils faisaient. Et puis moi, je rêvais de passer dans l'affiche, d'avoir une interview dans l'affiche. Ouais. Donc, Ok. on voyait Olivier Cachin, mais il nous calculait pas. Non, vous, machin, les gosses de riches en putain. Machin. Et puis, un jour, ils sont en train de mixer mon album. Et puis, on me dit que il paraît qu'il y a un gars qui s'appelle The God qui est en bas. Je fais, The God. Oui, il est en train d'écouter ton album. Je fais, mais qui? Il est juste pour faire une interview avec un magazine français. L'affiche, l'affiche. Je fais, je connais l'affiche. Ils sont là. Il fait, oui, ils ont rendez-vous avec God. Je fais, God. Ah, un certain Rakim. Je fais, Yeah. Rakim est en train d'écouter mon album. Oui, il est en bas. Donc je descends. Et puis j'arrive au studio. Je vois Olivier Cachin comme ça. Avec Xavier Deneuve, le photographe. Mhm. Et puis Rakim, il est habillé tout en blanc. Et là. Puis il arrive, il me fait. Et il dit, ouais, c'est lui. Il fait, yo, God, amazing God, yo. Your music is amazing. Reminds me of home. Hey! Interview directe. Là, ils m'ont fait l'interview. ouais, ok. Là, ils m'ont fait l'interview. Et là, Parce t'étais qu'un déjà Américain Parce qu'il y a eu a la validé validation, ton ouais. projet. C'est la France. Ah ouais, c'est Ça, c'est la France pour toi. Et à un moment, tu te dis, OK, est-ce que je vais passer ma vie artistique à être frustré et à essayer de prouver à ces gens-là Ouais. ou je vais juste faire pas mon la truc peine. ou je vais juste faire mon truc. Et c'est comme ça que je commence à aller dans un truc où je me livre de toutes ces conversations et ces trucs. Et à un moment, malheureusement, beaucoup de gens qui n'ont pas assez voyagé sont restés dans le carcan de oui, il faut qu'on machin, il faut qu'on ceci, il faut que notre musique soit parfaite. Non, sortez votre musique. Moi, mon album, mes 3 premiers albums, le mix est à chier. Ouais. Ils sont dehors. Ouais, je vois ce que tu À veux partir du 4e, je commence à comprendre ce que je fais. L'album de Soumia, le premier, je fais mixer. C'est- À partir Tu du m'emboîtes 3e, pas. je fais mixer moi-même. Tu vois, je commence à mixer les albums des autres parce que j'ai compris ce Ouais. que j'ai Ça, pris le temps machin. d'apprendre. Mais entre-temps, j'ai déjà sorti 10 albums Ouais, t'as de moi appris. et d'autres artistes. Beaucoup de gens, ça doit être parfait, ça doit être parfait. La musique sort pas. Mm. Et, C'est ça. Ouais, c'est et ça. à l'époque, ça coûtait cher. Mais aujourd'hui que ça coûte plus rien, quand je parle à des artistes, ça sort quand? Non, c'est une démo. Tu sais que moi, je fais pas de démo. Hein. Moi, chez moi, le micro est là, je fais comme ça, paf, je mets un instru, je chante. Ce qui sort là, C'est ça qui je fais mon mix Et puis, vite. ça y est, c'est fini. À 4h du matin, à 6h du matin, c'est dans les plateformes déjà. Ok. Pas le temps à machin. I am obligé de te couper parce que tu as parlé d'elle. Soumia. Oui. Je vais te parler de la casquette producteur. Oui. Soumia,
les DS. Ah, Il nous reste 5 minutes pour cette question-là et après on Non. prend un petit temps pour régler le problème qu'on a à Le régler. filet, là. Soumia et DS, rapidement, est-ce Elisio, que à la ABG. base c'était Allez-y, on va Allez-y. Elisio? Oui, mais là je parle vraiment Des nanas. de nana. De toute façon, on parle pas assez de nana. Taina. Oui. Je parle de ces deux-là. Soumia, Oui. DS. Est-ce qu'à la base, c'était des artistes R&B que tu as emmenés vers le Kazoo ou tu les as trouvés dans le Kazoo et tu les as laissés dedans? Tia était une artiste R&B Ok. qui voulait faire du R&B et à qui j'ai dit, mais là je commence à être Hype. un professionnel du Puff marché. Daddy, le Ça marche P. bien, là. Je dis à- Ça, Je suis en Là, place. je dis, en fait, à Soumia, comme à Tia et comme au DS, je leur ai dit exactement cette phrase. Mm. La route là-bas, c'est plein. La route là-bas, c'est embouteillé. Tia, ici, après Mbiliabel, il n'y a personne. J'avoue. À Soumia, je lui dis, paix à son âme. Je lui dis, écoute, Tania Saval n'est pas là. On vient de perdre Edith Lefel. Mm. Autoroute. Si on sort maintenant, Mm. on est en 2002. Je lui dis, si on sort en 2003, Mm. il n'y aura personne. Ok. Et les DS, je dis à Blaise, bon, il n'y a pas de girls band. Mhm. Il y a eu des essais, mais il n'y a pas Destiny's Child du Zouk. Mhm. Et donc, je peux te faire le concept de Destiny's Child du Zouk. Lila, c'est Beyoncé. L'autre, c'est Kelly. Et l'autre, c'est Michel. Je peux te faire ce concept, mais en zouk, avec du zouk, du R&B, du compas, du machin, un peu de coupé décalé. Je peux te faire ça. Donc on transpose toujours tout ce qu'on a aux États-Unis. Le chemin le plus court, c'est le Kazoo pour ça. Non. On J'aurais pu dirait. faire- J'aurais pu faire ça en R&B, mais on m'a pas commandé un album de R&B. J'aurais pu lui faire un album de R&B, mais c'est pas ce qu'on m'a commandé. C'est pas une question de transformer la musique américaine en zouk. C'est que là, à ce moment-là, je suis maintenant le producteur numéro 1 et qui a le P.D.D. plus vendu en No Didi, en- mais P.D.D. tout ce qui est zouk R&B et même en général. De 2003 jusqu'à 2006, personne n'a vendu plus de disques et n'a généré plus de droits, d'argent Ouais. que moi dans cette partie du marché. Donc, on vient me voir, on me dit voilà, on a ce groupe de filles, qu'est-ce que t'en penses? Et je leur ai dit, faut faire Destiny's Child. Pourquoi Ok. t'as pas fait R&B? Parce que c'était pas bouché Ouais, 2 minutes. à cette époque-là. Il y avait juste Singila qui commençait à faire Ma Nature, Le Misérable. Leslie, elle faisait Accord de moi, donc elle était déjà à la fin de sa carrière R&B. Ouais. Donc t'aurais pu les lancer sur l'autoroute R&B, il y avait plus trop de bouchons. Hein. C'était pas mon métier. C'est-à-dire, j'avais choisi de me concentrer sur ce que je Maîtriser. mais je maîtrisais vraiment. Ouais, C'est-à-dire, ouais. oui, dans l'album de Soumia, on a toujours un ou deux morceaux de R&B, etc. Mais pareil, on s'est dit, ok, il faut qu'on fasse un mélange de Rubinel, de compas, de machin, nanana, parce qu'il n'y a rien là sur le marché. On lance les quilles, on voit qu'est-ce qui se passe. Et puis, à ce moment-là, on a un truc limité. Hein. On n'a que 5 000 € pour faire un album à ce moment-là. Mm. Et donc, je Ah fais ouais. tous les instrus de A à Z. Elle écrit tous les textes. J'aide un peu au niveau des top lines dès que je peux. Et puis, une fois qu'on a vendu 40 000 albums, qu'on a généré 400 000 €, là, maintenant, On peut parler. il y a de l'argent pour faire même toutes les autres derrière. Hein. Mhm. Parce que tout ce que vous écoutez jusqu'aujourd'hui, c'est calqué sur l'album de Soumia. Il faut Ok. le savoir. Réécoutez bien. On a eu quelques réponses. On a laissé notre invité s'exprimer. Nous allons passer à la partie conclusion, mais avec une question. Et il va développer dessus. Et nous referons un tome 2 Ah ouais. avec Monsieur Keisha. On est obligé. On revient On n'a pas tout le de suite choix. après pour la conclusion. Yep. Yep. J'ai remarqué, je me fais souvent ça. Tu poses toujours une question quand c'est toujours la fin du temps. Ah ouais. Pourtant, je monte mes doigts, je fais le truc. mais Bon. à chaque fois, il me fait ça. On va l'appeler Arrête de jouer. Arrête jeu, voilà. Arrête jeu. Hein. Toujours sur la réponse à filer. Bon, c'est pas une réponse à eux. C'est une réponse à tout le monde. C'est une. Mais c'est C'est un peu de.
Non, Et c'est que, non, mais c'est je- que, c'est que, Et non. puis, le gars, il parle, l'autre, il est en train de lui parler. Oui, Il t'as a fait Attention, ça. attention. Ça, tu vois, ça, c'est la beauté du gars. Attention, Il a attention, fait ça toute attention, sa vie. attention. Ou c'est ma beauté peut-être aussi. On parle On parle R&B et Kazoo et tout ce qui va avec, avec Keisha, Monsieur Sushiwo Boss, entrepreneur, podcasteur, tout ce que vous voulez. En On heure. dit fans. Et monsieur tout, là je ne peux plus dire, il n'y a pas de bagarre, c'est juste que là vraiment on était dans un truc là, vraiment c'était incroyable. Donc on a fait un peu le tour de certaines choses, il y aura un tome 2 beaucoup plus structuré, là on a vraiment fait un truc express pour pouvoir discuter quand même un petit peu avec Keisha. Et une des choses qui devait être soulevée, c'est celle-ci. On a fait un épisode avec Organize où certaines choses ont été dites. Nous n'avons pas pris le temps de corriger ou de rebondir dessus, car Philly de Philly était dans son élément. Et nous, on absorbait, on prenait et on disait rien. Par rapport à ça, j'aimerais te poser une question et je pense que tu vas répondre à ce qu'il a dit et remettre certaines choses en place. Il y a quelqu'un sur ce plateau qui dit que c'est toi qui es arrivé avec le Zouk R&B. Et d'autres qui disent que c'est Jean-Michel Rotin. Déjà, entre Jean-Michel Rotin et toi, qui a inventé ce R&B? Parce que Philly dit ça aussi. Et il y a quelqu'un d'autre qui pense que c'est toi. En face de moi. Voilà, à côté de moi. Le Zouk R&B, c'est une époque. Je pense que personne n'invente un style. Où chacun invente son style, c'est-à-dire le style Timbaland qui à un moment arrive, même si on peut dire que c'est lui, il y a quand même toute une équipe de gens de Virginia Beach à un moment, tu vois. Donc, le Zouk R&B, on ne peut pas parler de Zouk R&B sans la compilation de Xtaz, des Yardis. On ne peut pas parler de Zouk R&B sans Jean-Michel Rotin, mais on doit aussi repartir écouter la musique de Thierry Cam à un moment. Qui tendait vers ça. Parce que la musique, c'est toujours le remix de quelque chose. C'est toujours les inspirations qui viennent du voyage, de qu'est-ce que tu écoutes. Donc, le musicien, c'est pas quelqu'un qui se réveille un matin vide et qui te balance un truc venu des anges. Généralement, il a écouté quelque chose, il a grandi, et puis il y a quelque chose qui arrive. Donc, pour moi, le Zouk R&B, il y a les Organize, il y a Keisha, il y a Jean-Michel Rotin, il y a les Yardis, il y a Ali Angel, il y a Nichols, il y a Zouk Look. Il y a trop de gens en même temps qui, à un moment, séparément et en même temps, s'entremêlent et s'entre-inspirent pour pouvoir dire que j'ai lancé un truc. Moi, j'ai lancé un truc, c'est le Candy Zouk. C'est ma version de ça avec un son spécifique, des samples spécifiques, des sons de synthé spécifiques. Ça, j'ai créé 7 branches. Mais la branche vient d'un tronc. Il n'y a aucun style musical qui ne vient pas d'une branche ou d'un tronc ou d'une branche qui est devenue un tronc. Donc moi, je ne peux pas prendre la paternité du Zouk R&B sans mettre tous les gens qui étaient avec moi à cette époque, sans parler de tous les soldats morts au combat. D'accord. Autre chose que Philly a dit, c'est que tu avais inventé Kizomba. Encore, ça c'est impossible parce que si je peux faire un peu d'histoire, du peu que j'ai étudié, parce que nous, les artistes, on aime bien faire beaucoup de bruit, mais j'ai remarqué que personne n'aime étudier. C'est ça. Tout le monde dit, je connais, je suis, machin, mais personne n'a étudié, personne n'a des dates, etc. Donc, repartons un peu en Afrique pendant la traite négrière. Les bateaux partent du Nigeria, du Congo, du Bénin, du Sénégal, et vont dans différents. Il y a les traites inter, et puis il y a celles qui vont vers le nord de l'Afrique, et puis il y a celles qui partent en bateau. Il y a une île qui s'appelle Hispaniola. Tu divises en deux. Un côté, c'est Haïti. L'autre côté, c'est Saint-Domingue. Saint-Domingue appartient aux Espagnols. Haïti appartient aux Français. Il y a les bateaux qui viennent du Congo, du Sénégal, de Guinée, qui arrivent là-bas. Les mêmes personnes vont d'un côté ou de l'autre de l'île. Ceux qui arrivent du côté espagnol, ils n'arrivent pas dans un endroit où il n'y a pas de musique. Il y a des autochtones qui sont déjà là, avec qui ils se mélangent.
il y a ceux qui se mélangent aussi avec les Français, culturellement bien sûr, hein, et il y a ceux qui vont en Martinique, en Guadeloupe, et en Jamaïque, et selon les différentes appartenances des différents empires coloniaux, il y en a même qui vont dans des îles vides, comme par exemple le Cap-Vert, et il y en a qui restent sur place. Tous ces gens, ils partent sur ces bateaux avec des mémoires, avec des inspirations, avec des rythmes vaudous, avec des rythmes de vaudou béninois, des différents vaudous, des religions. Ils partent avec des langages. Et tout ça se perd un peu, se mélange avec les différents trucs. Donc, si on avance maintenant 400 ans, les Français, les Espagnols avaient un style musical. Et ce style musical, en mélangeant avec les esclaves, c'est devenu le merengue. Mais les Français, c'est devenu la meringue. Et il y avait aussi en France ce qu'on appelait la cadence. Donc c'était un rythme qui se dansait chez les aristocrates français. Et ces aristocrates français, quand on leur disait « allez sur les îles, créez un nouveau... allez dans les colonies, créez votre nouveau paradis, enrichissez-vous, allez trouver l'or là-bas, etc. » Il y a des aventuriers qui partaient, il y a des gens qui partaient, familles entières, et qui s'installaient sur les îles. Et dans chacune des îles, ces gens disaient à leurs esclaves « joue-moi ma musique ». Donc, les Autrichiens, quand la Martinique appartenait aux Autrichiens, les Autrichiens disaient aux esclaves martiniquais « joue-moi de la mazurka », puisque la mazurka, c'est autrichien. Ils disaient aux esclaves haïtiens « joue-moi de la cadence ». Et donc, ils jouaient la cadence, mais eux aussi avaient aussi leurs styles musicaux qu'ils avaient ramenés avec eux. Ils ne sont pas venus vides. Et donc, de la cadence, on a eu la meringue du côté haïtien et le merengue du côté dominicain. Donc, de là, la meringue et la cadence, petit à petit, vers les années 1920, 1930, la meringue avec Jean-François Nemours, je crois. Désolé si vraiment les Haïtiens, si je me trompe, mais dénomine pour la première fois le mot compas. Compas, et alors après de compas direct, etc. Et le compas prend d'assaut les Caraïbes entières, surtout les Caraïbes françaises entières. En même temps, dans les îles qui sont plus espagnoles, c'est d'autres genres musicaux qui prennent aussi leurs trucs. En Jamaïque, c'est aussi d'autres trucs, dépendant de qui, comment, quel est le mélange à chaque fois. En sachant qu'au bout d'un moment, il y a une population à Haïti, et dans l'île d'Hispaniola, il y a une population qui s'appelle les mestizos, qui sont les mélangés. Et ces mélangés-là, il y avait la classe des Blancs, il y avait la classe des Noirs. Et au milieu, maintenant, il y a une classe des mélangés qui, eux, se sentent supérieurs et en même temps inférieurs. Et ceux-là aussi commencent à vouloir aussi avoir leurs styles musicaux, leurs boîtes de jazz, etc. Et c'est là que le compas, la meringue, commence vraiment à prendre un truc. Et avec ensuite, dans les années 1920, les voyages, les bateaux, les avions, etc., le compas devient entièrement le style vraiment qui cartonne partout. Alors, les Aiglons, Tabou Combo, etc. etc. Et ce même compas repart en Afrique, en Angola, puisque les gens voyageaient. Ah oui. Donc la musique voyageait. Donc les gens vont en Angola, les gens vont ici, etc. Et aux Antilles, on se dit... J'aime trop les chips. Le produit est doux. Donc, il y a des artistes, Nemro, Desvarieux, Decimus, qui eux, à la base, a appris à faire de la musique au Sénégal, à jouer la guitare au Sénégal, Jacob, Decimus et Jacob, en France, dans les années 70, ceux qui font les basses et les guitares de toute la musique camerounaise. Donc, en faisant ça, ils commencent aussi à développer. Et puis en même temps, au pays,
ils veulent trouver, donc ils ont, bien sûr, il y a les musiques que les esclaves ont ramenées sont devenues aussi les différentes musiques. Donc il y a le goka, il y a tous les différents styles, le begin, etc. Et dans tout ce truc, il y a le compas qui vraiment explosé. Quand je dis non, on va faire un compas à l'antillaise. Et ça devient le zouk. C'est rapide, c'est machin. Un des membres, paix à son âme. Comment est-ce que je peux oublier son nom? Je l'ai là, mais je l'ai pas. Je mettrai Patrick Saint-Éloi. Donc, Patrick Saint-Éloi est vraiment celui qui... Mais à nouveau, c'est jamais une personne. C'est toujours... Si tu leur demandes à eux, ils vont t'expliquer que c'est un mouvement qui se lance à chaque fois. Et puis, le groupe Kassav va en Afrique. Et en Afrique, ça explose. Et aux Antilles, le zouk explose. Et zouk, ça veut dire fête. Et donc, on va au zouk à 16h. C'est la surprise partie. Ouais. Et donc, ça explose. Donc, Kassav devient vraiment la représentation du zouk. Il signe en maison de disque en France parce qu'en même temps, il y a des envies d'indépendantisme. Et on a besoin, quand les Noirs veulent être indépendants, on les fait danser. Donc, on signe. Et Kassav rayonne dans le monde entier. Et l'influence de Kassav retourne en Angola, retourne au Cap-Vert, et tout le monde commence à faire, et retourne à Haïti. Et tout le monde commence à faire sa propre chose. Les gens sauce. veulent faire du zouk, et donc les Haïtiens ont le compas, mais en même temps, ils sont inspirés quand même par Kassav, tout en ayant leur truc, leur musique nationale, et en même temps, les Cap-Verdiens commencent à faire du Kassav en portugais, mais ils ont aussi la morna, ils ont aussi leurs différents styles musicaux, et donc le mélange de tout ça devient Cabo Zouk. Le Congo est en guerre, il y a un jeune homme qui part avec ses parents, qui fuit la guerre au Congo, au nord, Cabinda, qui arrive à Luanda, et il s'appelle Eduardo Paim, et lui aussi veut faire du Kassav en portugais, et en Kimbundu, qui est une des langues officielles de l'Angola, pour dire fête, on dit Kizombada. Ok. Donc, zouk et Kizomba, ça veut dire la même chose. Et donc, maintenant, tu as plusieurs musiques qui évoluent en même temps, c'est-à-dire le tronc originel fait ses racines au pays, fait ses racines dans les différentes ex-colonies, et en même temps, les musiques commencent à se mélanger, se croisent. Quand tu écoutes la musique angolaise, donc eux, ils ont la semba, qui est l'ancêtre de la samba, puisque c'est beaucoup d'Angolais qui sont partis au Brésil. Et la semba mélangée un peu avec le zouk et le compas, puisque Tabo Combo allait en Angola dans les années 70 faire des concerts. Quand tu écoutes toute la musique angolaise des années 70, tu entends... Tu peux savoir exactement quel morceau de Kassav a été pompé. En Guinée-Bissau, tu as des groupes comme... ce sont les oncles de la mère de mon fils. Tabanka Jazz. Quand je leur ai demandé comment vous avez commencé, ils m'ont dit, on chantait du Kassav dans les mariages. Ah bon? Et ensuite, à un moment, on a fait une chanson dans notre langue. Et puis ça a pété. Et c'est comme ça que la Kizomba version, le son guinéen, parce que au début, tu écoutes quelque chose. Nous tous, on est des musiciens. Au début, tu écoutes quelqu'un, puis après, tu copies, et puis après, tu mets ta personnalité petit à petit. Et c'est ce qui s'est passé, mais tout en même temps. C'est pas un qui a pris ou machin. Et puis en même temps, il y a la danse. Donc il y avait ce sont les Haïtiens qui ont inventé ce qu'on appelle comment on appelle cette danse? Le carreau. Le carreau, c'est les Haïtiens qui ont inventé, puis ça a pris tout le reste des Antilles. Et puis de l'autre côté, les gens qui dansaient la semba, quand ils ont commencé à entendre la kizomba, ils ont fait de la semba lente, qui est devenue, et bon, après, mais tout ça pour dire qu'à un moment, avant que le terme kizomba prenne le dessus mondialement, c'est le terme zouk qui avait pris le dessus mondialement. Parce qu'on disait Cabo Zouk
on disait, quand on faisait Eligio, on appelait ça du Kabozouk. Kabozouk, ouais, c'est vrai. Quand moi, Eligio m'emmenait dans les soirées capverdiennes, je faisais, oh, il y a des go, hein. Écoute Ah. la musique. Ouais, quinquin, C'était quinquin, grave, quinquin. c'était Tu vois, grave. et en fait, finalement, parfois, le fait qu'ils font quinquin, quinquin, parfois, c'est juste parce que le gars n'a pas de guitare. Ouais. Donc, il fait au clavier. Ou il a entendu un truc de compas, mais il le fait avec son instrument à lui, et Ok. vice-versa. Et à un moment, moi, je me rappelle que quand je découvre la musique capverdienne, je la découvre aux Antilles, on me dit, il y a des gens qui font la même chose que toi là-bas. Ils font du zouk R&B au Cap-Vert. Hein? Et quand j'écoute, je fais, ah ouais. Donc, quand je vais au Cap-Vert, je découvre qu'il y a tout un style musical qui est un peu mélangé de R&B aussi, mélangé de zouk, mélangé, et en même temps avec des Avec leur influences langue. morna, et dans leur propre langue. Ouais. Et donc, à un moment, il y a le Kabozouk, il y a le Zouk Love, il y a le Zouk Chiré, il y a le Zouk Saucisson. Et puis, en Afrique, Ce nom-là, vraiment. et en J'arrive Afrique, pas. il y a le Zouk, il y a l'Afro-Zouk. Monique Seka, Ouais, Oliver Oliver Ngoma, Ngoma, parce ouais. que Sûrement, ouais. Manu Lima, qui est capverdien, qui était dans un groupe qui s'appelle, je crois qu'il était en groupe Splash, je peux me tromper, mais lui, c'est un des vraiment des créateurs de le côté capverdien. À un moment, lui, il part en Afrique et on l'engage pour faire la musique des Oliver Ngoma, des Monique Seka. Donc, c'est d'accord, lui ok. qui lance, en fait, ce qu'il fait, c'est du zouk capverdien, mais chanté dans les langues africaines. Et donc, tous ces styles musicaux s'inter-influencent les uns les autres. Donc, c'est Et à la un même moment- chose au final. C'est pas la même chose. C'est vraiment des branches et des branches et des branches et des branches. Et en même temps, Rotin, Xtase, etc. Kesha, Nichols, Ali Angel, nous on arrive tous aussi. Nous on vient vraiment du hip-hop et du R&B. Donc Ouais. on pousse plus le côté R&B d'un côté. De l'autre côté, Ouais. tu as d'autres qui restent dans un truc traditionnel. De l'autre côté, Ouais. certains d'entre nous, Kesha, Nichols, vont au Portugal pour la première fois pour faire un show. On arrive là-bas pensant qu'on va défricher le terrain Pas du finalement. tout. Mmh. Donc nous-mêmes, on prend des trucs, on commence à incorporer, on a plus de moyens à l'époque. Donc on met en avant, on fait des clips, etc. etc. Ok. Et donc moi, c'est un de mes maîtres, Manu Lima. Mmh. Manu Lima qui a fait Bané, qui a fait Écolé, qui a Ouais. fait Ouais. les sons de Monique Seka. Ouais. Lui, moi, musicalement, quand tu écoutes ma musique, tu sens que Ouais, tu à un ressens moment, que- ouais, ouais, les ouais. tintin, tintin, pin, 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 Oui, tout ça, oui. c'est Manu Lima. Oui, oui, tu oui. vois. Mm. Et donc, et en même temps, c'est AA Take On Me. Sur quoi Ah, j'ai Oui, grandi. oui, oui, Parce oui. que Oui, oui, la- oui. Mais moi, l'instrumentation des années 80, c'est les Ouais, sons ouais. que j'aime, tu vois, donc Ouais. les sons de synthé. Donc, chacun commence petit à petit à créer ses styles. Et puis, à un moment, effectivement, Ali Angel 2003, Ali Angel, Nichols, Meni arrive avec Zouk Bordel 2003, Ouais. où c'est un son où ils mélangent Zouk R&B. Compas. Ils ont pompé un truc des États-Unis, je sais plus, c'est des Party On, Party c'était On, ouais. de Crew, et voilà. Et ils jouent Non, guitare, c'était des Anglais. Gros, c'était des Anglais. guitare zouk, la basse très synthé, rythmique zouk, et puis ça, c'était une piste entière d'un stick de compas qu'il avait volé chez quelqu'un et qu'il a mis dans tous ses sons, et c'est devenu le zouk compas. Mm. Puis en fait, après, chaque musicien, quand tu crées un truc qui explose et que d'autres commencent à faire, ça devient un sous-genre. Donc après, il y a de l'autre côté, les Ah Haïtiens ouais. font le toubadou, de l'autre côté, machin. Et qu'est-ce qui se passe à un moment? C'est que les Antillais ont un espèce de côté... on nous prend notre zouk. Et donc, Chauvinisme. ils font un peu Faut le de dire. chauvinisme au lieu de, à un moment, se dire le meilleur moyen que la marque zouk prenne le dessus sur tout, c'est de faire des festivals, de faire ça, des... d'expandre un peu. Et donc, à un L'écosystème. moment, moi, je dis ça, puisqu'à ce moment-là, je suis un des boss À ce du moment-là. marché, à un moment, il faut le dire. Hein. C'est vrai. Et donc, à ce moment-là, je dis à tout le monde, il va falloir qu'on fasse un écosystème, qu'on donne des cours, qu'on machin, nanana, qu'on apprenne aux Blancs à comprendre la musique, qu'on aide et qu'on fasse des Blancs chanter, Mm. parce que comme ça, C'est on va ça. nous ouvrir les C'est portes. ça. Et eux, peut-être, arriveront premiers, et nous, on va s'en faire. Et là, on m'a dit, non, c'est en nous. D'accord. Tu en as fait assez, l'Africain. Yangu. Donc, Ok. ah oui. Et Ouais, donc, à vraiment, ce il y a un moment-là, conflit, on a senti, en plus. et là, les festivals Kizomba amenés par les Ukrainiennes et les festivals Kizomba Ah oui. font que, comme la salsa est devenue un parapluie, le mot Kizomba devient le mot où on met tout à l'intérieur. Mais en vérité,
Kizomba et zouk, ça veut dire fête. Mm. Le vrai style, c'est le compas. Le style original. Ouais, c'est- Dans les années 900, c'est le compas. Mm. Et après, on peut retourner jusqu'en Afrique, mais le style original c'est le compas. Et après, tout le reste, c'est plein de sous-genres. Et la kizomba, c'est un style à part entière. D'ailleurs, lui-même, il a plein de sous-styles. Urban keys, future kizomba, machin, nanana. Et musicalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, la kizomba, c'est une espèce de parapluie où il y a la danse, différentes musiques, semba, etc., tarachine, etc., et qui a pris le dessus parce qu'ils ont su, parce que justement là-bas, ils ont laissé des étrangers, des Blancs, des Espagnols, des Ukrainiens, des Russes, prendre la musique et l'étendre via les festivals. Donc, mais c'est très compliqué et c'est un truc qu'il faut faire un vrai dessin pour pouvoir dire qui, que, quoi, dont, où, et tout le monde veut la paternité. Ouais, Or, c'était une grande partouze. Donc ce n'était pas toi. Donc ce n'est pas toi. Petit cours d'histoire. C'était vraiment... C'était oui. vraiment... parce que moi, d'ailleurs, sur mon show, je vais faire une version de 4 heures avec des dates. Et je pense que ma mission, qui m'a été donnée par Jocelyne Berroy et Jean-Michel Rotin, c'est de faire un vrai documentaire, un peu comme hip-hop, le documentaire de hip-hop sur Netflix où il y a 10 épisodes, Oui. où j'explique vraiment la genèse, On attend ça. le compas, On veut ça. le On machin, attend ça, parce on que attend ça. c'est pas un truc qui... C'est clair. J'ai deux dernières questions parce qu'on va devoir terminer. Est-ce que pour toi, quand je dis quand on parle R&B, il y a Kezo qui va avec, est-ce que c'est quelque chose de logique ou c'est pas quelque chose de logique? Parce que si tu remarques à travers tous les podcasts, on commence avec le R&B et on dévie Il y a toujours sur le il zouk. y a quelqu'un qui jette mon nom dans votre podcast à chaque Toujours, fois. toujours cité. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Toujours cité. C'est vrai, Tu j'ai vois? toujours kiffé Parce ça. qu'on dirait qu'il y a un réel lien entre le zouk et le Alors, R&B, tu vois. Je ne pense pas. Moi, j'ai l'impression. Je pense que ta vision est limitée. Et je vais te dire pourquoi. Ta vision est J'aime bien limitée cette par réponse. la géographie. La géographie, pourquoi? Parce que quand tu penses au R&B, tu penses au R&B parisien. Et quand tu penses au zouk, tu penses aussi au zouk parisien. Et oui, ils sont liés. Mais dans le R&B en général, des États-Unis. Ah oui, en général, oui, là, d'accord. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Et Je suis le d'accord avec toi. zouk, de 1980, même si beaucoup de chanteurs écoutaient du R&B à la maison, et puis parce que Jean-Michel Rotin, il écoutait du R&B, etc., et tous les autres, ça s'entend, que les mélodies, les machins, tu entends que les gens sont inspirés aussi de la musique qu'ils écoutent, mais c'est quand même un style à part entière, et vouloir forcément le lier à un autre, c'est un peu le limiter, alors que le zouk, c'est tellement riche, et c'est le zouk, comme j'ai dit, il y a des millions de zouk. Quand les gens disent le vrai zouk, ça n'existe pas. Il y a des zouk. Il y a le zouk et son le vrai zouk, histoire. c'est le compas. Pour moi, Comme personnellement, j'aime dire. attention, je dis ça pour l'instant, je pourrais changer d'avis, mais par rapport aux recherches que j'ai fait ces 4-5 dernières années, je reviens toujours à Nemours, le compas, les aiglons. Donc, il y a un truc que tu dis. Le zouk et le R&B, je pense que c'est deux styles qui... Non, c'est deux styles différents. Mais là où tu soulèves un bon point, c'est quand tu dis, ouais, peut-être que je suis sur le R&B parisien et le zouk parisien. Parce mais que c'est de ça dont je parle. Beaucoup d'Antillais font du R&B. C'est ça. Donc forcément... Donc il y a, parisiennement parlant, ah oui, mais là, quand tu parles que zouk... Là, tu changes le... Non, je ne change pas. Tu bouges les... Mais non, je ne change... Non, je bouge pas les lignes. Parce que tout le zouk et le R&B dont je parle, c'est les LS, les Yohan, les Soumia, les DS, c'est toutes des artistes R&B qui ont bifurqué dans le zouk. Oui. Et c'est pour ça que je parle de ici. Parce que personne ne l'a fait à l'international. Mais moi, français, je ne me sens pas un artiste qui est attaché. Il nous reste 5 minutes. En minutes. tant que Congolais, je me sens attaché à la musique congolaise, où je peux dire, ça c'est la musique du pays. Ouais. Mais quand tu es né et que tu as grandi en France,
tu écoutes trop de choses Mm. pour un moment te dire, moi, je suis ça. Donc, à un moment, chacun choisit. Ah, moi, je suis hip-hop. Moi, je suis R&B. Moi, je suis machin. Ouais. Mais on a tous grandi dans de la multiculture. Bien sûr, bien C'est sûr. ça l'intégration, finalement, Après, plus ou moins réussie. comme Il moi nous reste j'aime 5 dire minutes, aussi, comme moi j'aime dire, après, on l'entend directement que beaucoup de chanteurs de zouk sont fans de R&B. Oui. Donc c'est pour ça qu'on l'entend dans les zouks, dans les sons. Mais après, comme je dis, j'aime bien dire, le zouk a son histoire, le R&B a son histoire. Et même s'il émigre en France, on ne peut pas faire de l'un l'autre parce que de toute façon, c'est deux styles différents. Même si on peut voir des influences ou des similitudes sur certaines choses. Mais le zouk naît aux Antilles, Mhm. et puis toute l'histoire que j'ai racontée, Voilà. et le R&B, No c'est les States. États-Unis. Bah Donc, oui. Mais ils pour atterrissent moi, le ici. R&B, il est plus lié au R&B américain. C'est ça. Oui. Et parce que un chanteur de zouk peut te dire, non, moi c'est Edith Piaf. Il peut très bien te dire ça. Mhm. C'est pas forcément quand il écrit une chanson. Moi, j'ai une chanson qui s'appelle Love de toi, qui est un de mes grands succès. Mm. C'est inspiré de la musique japonaise. Mm. J'étais en train de regarder des dramas. Le drama. Puis Ouais. j'écoutais la musique, puis j'ai fait. Oh, tout peut rentrer dedans. Tout peut Donc, rentrer dedans. je pense que c'est un raccourci un peu. Moi, je trouve qu'en moi, un en peu tout, facile. cas, en tout cas, en France, je remarque que quand tu parles R&B, il y a Tu as que déjà qui va changé avec. toi, mais tu as déjà changé ton truc. Non, tu as mais, déjà changé ton truc. mais je n'ai rien, je n'ai rien Mais changé. si, parce qu'avant c'était pas. Maintenant c'était le zouk. Non, et là, non, non, maintenant, non, c'est non, non. français. Maintenant, je vais te Bah, dire. Mais non, mais parce que ce que tu as dit est réel. Mais parce qu'il y a C'est beaucoup- parce que moi, je me limite à ça. Alors, moi, je Comment te- tu veux que je dise que le R&B américain est du zouk il n'y a pas Mais de zouk américain. il y a beaucoup de Haïtiens. Oui, mais moi, c'est pas de ça dont je Il y a parle. beaucoup d'Haïtiens aux États-Unis Oui, qui il y en sont a dans plein. le hip-hop, le R&B. C'est ça. Moi, je te parle du Beaucoup français. de Dominicains. Et là-bas, ils de- choisissent. Il y en a, ils vont faire du rap et il y en a, ils vont faire du compas. Par exemple, à Little Haïti, il y a En les- tout cas, il nous reste 2 minutes. Mais tu as quand même dans la musique, c'est normal que tout influe, Bah oui. que tout le monde s'influence. Mais une chose que j'ai remarqué en tant que, cette fois-ci, dans ma casquette de producteur, Ouais. c'est que beaucoup d'artistes de R&B français ont fait du zouk par dépit. Mm. Ils sont Je suis- allés, moi, ça je suis marche. d'accord. Ils n'avaient pas Ils trouvé disent non, d'avenue Moi, je suis dans, d'accord. dans Moi le aussi. R&B, donc ils sont allés dans la zoukerie parce Bien que sûr. Mm. ça pouvait payer les machins. Et Ouais. très souvent, dès qu'ils ont du succès, tu vois qui sont les imposteurs parce que dès qu'ils ont signé en major, Mm. ils ont voulu faire du R&B et ils se sont rétamés parce qu'ils n'ont pas compris la mission. On t'a signé pour faire ça ici. Yes. Et donc, tu vois qu'il y a des gens qui font Mm. ça par... Et presque même certains qui ne respectaient même pas le truc, qui sont venus, et d'ailleurs, ils n'ont pas duré. Ouais, de Et ouf. puis, il y en a Ouais. d'autres, tout simplement, ils ont retrouvé leur culture petit à petit, Comme avec, Johan. avec le temps, parce que finalement, ça faisait aussi partie de leur culture. Et le R&B leur a apporté la technique, C'est la ça. façon vocale, etc. C'est ça. Et ils ont maintenant exporté ça dans cette version de leur musique. Comme tu vois aujourd'hui, tous ces jeunes Congolais qui sont nés dans la culture française, qui font de la pop Une urbaine, minute. mais qui en vérité ne connaissent pas le pays, mais ils ont fait un truc qui ressemble un peu au melting pot de tout ce qu'ils ont écouté en grandissant, en écoutant du Soumia et du Fanny. Oui, dis-moi tout. Nous arrivons à la fin. Ah oui, mais il n'y a vraiment pas le temps. Mais c'est pas grave. Je pense que la question sera posée au tome 2. Et c'est Tant pas pis, à la ça, fin ouais. du bal qu'on se Oui, c'est réveille bon, pour je danser. C'est Désolé, Lily J. Mais Bly. C'est pas là grave, qu'Elijah allait serrer prochaine. la dernière fois, on Prochaine. disait on y va. C'est C'est pas ça, grave, c'est prochaine ça, fois. c'est ça, exactement. Donc, nous arrivons sur la fin de notre petit entretien avec l'homme que l'on nomme Keisha, producteur, chouchou des nanas, entrepreneur, éditeur, zouker, tapeur, Moi, je tabasseur. me limite. Tu sais, je suis le premier artiste à avoir chanté dans les boîtes gays antillaises. Hey. Chouchou Et des, je suis le premier chouchou aussi. des bonhommes, Voilà. chouchou, des, Merci. chouchou de la terre. Respecte-moi. En tout cas, nous reviendrons pour un tome 2. On coupe Quel vraiment businessman. brusquement. Un businessman. Vraiment, Je suis le vraiment, premier à vraiment. avoir été sur la couverture Il de veut- Têtu. Il veut- Couverture de têtu. Il comme veut élargir Booba. son écosystème. Non, il grave. est là. Bon, nous devons couper. On reviendra pour un tome 2. Merci à Keisha d'avoir été parmi Merci nous et on beaucoup. développera Merci à beaucoup toi. plus. C'est Limité par le temps. Ah ouais. On parle R&B, on parle Kazoo, on parle Aïe. Kizomba, on parle tout de rien et tout en même temps. Merci à Aïe. tous. Yep. En tout cas. Quel cours d'histoire. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est bon. Ça va, ça vous Merci. a- C'est chaud, boss. Ah, c'est faux. C'est top. Thank you. Non, on fait un tome 2. Ah oui, On direct. fait un tome 2 dans vous voulez. Franchement. Avec plaisir. Allez, on remballe tout à 10 balles. Merci. Merci à toi. C'est quoi la question?
Je te la reposerai comme non, mais c'est pas ça. En fait, non, mais la question, elle est venue parce que je te la posais déjà depuis un moment, mais comme tu as parlé de ta casquette de producteur, je te posais la question. Toi, en tant que producteur, aujourd'hui, est-ce que tu produirais un artiste R&B? Non. Actuellement. Mais Non, mais. je t'ai pas dit pourquoi. Non, mais je sais. Mais du coup, est-ce que. Non, mais laisse. En fait, il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas posées. Mais c'est ça, en fait. Je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, j'estime que dans le marché actuel, être producteur, c'est pas un. Sauf si tu produis un artiste grec, Ouais. être producteur, ça ne. C'est pas viable comme solution. Ouais, Parce que dans le monde du streaming, pour faire 3 000 euros, il faut faire 1 million de streams. ouais, C'est ça. Si ton clip coûte 3 000 euros déjà, Les gars, des branchons. imagine tu as dépensé 6 000 euros. Tu as besoin de 2 millions de streams pour rentrer dans tes frais. Et en vérité, il vaut mieux être artiste autoproduit aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Et Que d'être personnellement, producteur, moi, voilà. ce que je fais avec les artistes aujourd'hui, qu'ils soient R&B, zouk, ma piano, ceci, je fais des collaborations. D'accord. Je produis une chanson et on met en ligne. Ok. Tu vois? Et ça,